Prologue. Les oubliés. Chaque matin, à mon réveil, j'ai de l'encre sur les mains. Parfois, je me retrouve le visage appuyé sur ma table de travail au milieu d'un fouillis de parchemins et de papier. Mon garçon, quand il se présente avec mon plateau, se risque quelquefois à me reprocher de ne pas m'être couché la veille. Mais, quelquefois aussi, il regarde mon visage et n'ose pas dire un mot. Je n'essaye pas de lui expliquer mon attitude. Ce n'est pas un secret qu'on peut transmettre à un homme plus jeune que soi. Il faut l'acquérir par soi-même. Il est indispensable d'avoir un but dans la vie. Cela, je le sais aujourd'hui. Mais les 20 premières années de mon existence me furent nécessaires pour m'en rendre compte. En quoi je ne me crois pas exceptionnel. Cependant, une fois apprise, cette leçon est restée gravée en moi. Aussi, n'ayant guère de quoi distraire ma douleur, je me suis mis en quête d'un but et me suis attelé à une tâche à laquelle m'encourageait depuis longtemps Dame Patience et Gerpu le scribe. Ces premières pages constituent une tentative pour rédiger une histoire cohérente des Six-Duchés. Mais j'ai du mal, je m'en suis vite aperçu, à garder l'esprit longtemps fixé sur un seul sujet, et je m'amuse donc avec d'autres traités, de moindre portée, sur mes théories de la magie, sur mes observations des structures politiques et sur les réflexions que m'ont inspiré certaines cultures étrangères. Lorsque l'inconfort atteint son apogée et que je suis incapable de trier convenablement mes idées pour les coucher sur le papier, je travaille sur des traductions où je tente d'exécuter des copies lisibles de documents anciens. Je m'occupe les mains dans l'espoir de distraire mon esprit. L'écriture joue pour moi le rôle que la cartographie jouait pour vérité. La minutie et la concentration exigées suffisent presque à faire oublier l'aiguillon de la dépendance et les souffrances résiduelles d'une ancienne intoxication. On peut se perdre dans de tels travaux et s'y oublier, ou bien aller plus profondément encore et retrouver de nombreux souvenirs de soi-même. Trop souvent, je m'aperçois que je m'écarte de l'histoire des Six-Duchés pour narrer celle de Fitz chevalerie, et ces réminiscences me laissent face à celui que j'étais et à celui que je suis devenu. Lorsqu'on s'absorbe profondément dans ce genre de compte-rendu, on se rappelle une quantité surprenante de détails, mais tous les souvenirs que je ravive ne sont pas douloureux. J'ai eu plus qu'une juste part de bons amis, plus fidèles que je n'étais en droit de l'espérer. J'ai connu des beautés et des joies qui ont mis à l'épreuve la résistance de mon cœur autant que les tragédies la laideur. Cependant, je possède peut-être davantage de souvenirs sombres que la plupart des hommes. Rares sont ceux qui ont péri au fond d'un cachot ou qui peuvent se souvenir de l'intérieur d'un cercueil enterré sous la neige. L'esprit renacle à évoquer de telles scènes. Une chose est de savoir que Royal m'a tué. Une autre, de me concentrer sur le détail des jours et des nuits où il m'a fait affamer, puis battre à mort. Quand je revis cette période, certains instants parviennent encore, malgré les années, à me glacer les entrailles. Je revois les yeux de l'homme et j'entends le bruit de mon nez qui se brise sous son poing. Il existe encore un lieu que je visite en rêve, où je lutte pour rester debout, en m'efforçant de ne pas songer au suprême effort à fournir pour tuer Royal. Je me rappelle sa gifle qui a fait éclater ma joue tuméfiée, et dont je garde à ce jour une cicatrice sur le visage. Je ne me suis jamais pardonné le triomphe que je lui ai concédé en me suicidant par le poison. Mais plus douloureux que les événements que je garde en mémoire sont ceux que je n'ai pas vécus. Quand Royal m'a tué, je suis mort, et plus jamais je ne fus publiquement connu sous le nom de Fitz Chevalerie. Je ne renouai jamais de lien avec les habitants de Castelcerre, qui m'avaient connu depuis que j'avais 6 ans. Je ne vécus plus jamais à Castelcerre. Je n'allai plus jamais présenter mes respects à Dame Patience. Je ne m'assis plus jamais sur la pierre d'âtre au pied d'Imbre. Disparus les rythmes des vies qui se mêlaient à la mienne. Des amis moururent, d'autres se marièrent, des enfants naquirent, ils devinrent des hommes, et de tout cela je ne vis rien. Bien que je ne possède plus le corps d'un jeune homme en bonne santé, beaucoup vivent encore, qui m'appelaient ami, et parfois j'aspire à les revoir, à leur serrer la main, à enterrer et laisser jaisir en paix la solitude des années. C'est impossible. Ces années me sont perdues, tout comme les années à venir que mes amis ont encore à vivre. Perdue aussi cette période d'à peine un mois, mais qui me parut bien plus longue, où je restais enfermé au cachot, puis dans un cercueil. Mon roi était mort dans mes bras, mais je ne le vis pas inhumé. Je n'étais pas non plus présent au conseil qui suivit ma mort, et où l'on me déclara coupable d'avoir pratiqué la magie du vif, et par conséquent
mort en toute justice. Patience vint réclamer mon corps. Ce fut l'épouse de mon père, autrefois si accablée d'apprendre qu'il avait engendré un bâtard avant leur union, qui me tira de ma cellule. Ses mains qui lavèrent mon cadavre pour l'enterrer, qui disposèrent proprement mes membres et m'enveloppèrent dans le linceul. Pour des raisons connues d'elle seule, la maladroite, l'excentrique dame Patience nettoya mes blessures et les banda aussi soigneusement que si j'eusse été vivant. Elle ordonna qu'on creusât ma tombe et assista à l'ensevelissement de mon cercueil. En compagnie de Brodette, sa chambrière, elle me pleura quand tous les autres, par peur ou par dégoût de mon crime, m'avaient abandonné. Pourtant, elle ne sut rien de l'entreprise de Buriche et Imbre, mon mentor assassin, qui se rendirent quelques nuits plus tard sur ma tombe pour en enlever la neige tombée entre-temps et les mottes de terre gelées qu'on avait jetées sur mon cercueil. Eux seuls étaient présents quand Buriche arracha le couvercle, sortit mon corps, puis, grâce à sa propre magie du vif, appela le loup à qui mon âme avait été confiée. Il la lui arracha et la renferma dans la chair meurtrie qu'elle avait fui. Ils me ressuscitèrent, et je retrouvai une forme humaine. Je me rappelais ce que c'était d'avoir un roi et d'être lié par un serment. Aujourd'hui encore, j'ignore si je les en remercie. Peut-être ne peut-il y avoir ni remerciement ni reproche, seulement reconnaissance des forces qui nous menaient et nous liaient à notre inévitable destin.